On va continuer avec l'interview par Antigone Schilling du grand parfumeur, au-delà de toutes les conventions, et créateur Francis Kurkdjian, et on va expliquer son parcours. Merci. Je suis vraiment très heureuse d'avoir Francis à mes côtés parce que j'admire son talent et j'apprécie infiniment ses qualités humaines. Alors Francis, on va retourner dans le passé, plonger dans les débuts, parce qu'au départ, vous vouliez être danseur. Et puis après, comment avez-vous bifurqué jusqu'à devenir parfumeur et un des plus grands de notre époque? Bonjour, merci pour l'invitation Antigone. En fait, il faut bien faire quelque chose de sa vie. C'est aussi simple que ça, et que je suis d'une génération où à 13-14 ans, il faut déjà écrire fallait qu'on écrive le métier qu'on imaginait. Donc le premier métier qui me faisait vraiment envie, si c'est un métier, je sais pas, mais c'était danseur. Mais je voulais pas être n'importe quel danseur, je voulais être danseur à l'Opéra de Paris et danseur étoile à l'Opéra de Paris. Donc c'est un peu compliqué. Donc même si j'avais le physique pour, en fait, j'en avais pas les... Je me suis aperçu en passant les concours successifs à l'Opéra de Paris que je n'en avais pas les capacités. Ou tout du moins, l'Opéra de Paris a estimé que je n'en avais pas les capacités. Et comme je suis d'une génération, je suis désolé de parler d'âge, hein, ça fait un peu boomer, mais j'ai pas le choix, il faut recontextualiser tout ça. Et comme je suis d'une génération où il n'y avait que l'Opéra de Paris, ou rien, ou aller, je pense que Béjart devait être à Lausanne déjà, mes parents m'ont pas voulu me lâcher. Ce qui fait qu'il a fallu que je me trouve un truc à mettre sur la feuille de papier, et que de fil en aiguille, je voulais la faire courte, on n'a qu'une demi-heure. J'ai fini par... j'ai découvert qu'il y avait... Parce que j'ai découvert, pareil, dans les années 80, j'ai découvert qu'il y avait un métier qui s'appelait parfumeur, et que ça avait l'air plutôt intéressant. Et puis, comme ça avait l'air intéressant, je me suis dit, on va s'y intéresser. Et puis j'ai fait une école... J'étais plutôt pas trop mauvais à l'école, donc j'ai réussi à faire les bacs scientifiques, la filière scientifique. Il fallait absolument faire un peu de chimie pour rentrer dans la seule école de parfumerie qui existait au monde, qui s'appelle les IPCA. Aujourd'hui, il y a plusieurs filières, mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule école au monde qui acceptait tous les ans à peu près entre 15 et 20 élèves. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Je l'ai fait courte. Oui. Alors, le grand moment, c'est quand même la création d'un parfum qui est devenu un numéro 1 mondial, qui était le Mâle de Gautier. Alors, comment ça s'est passé? C'est pas que je veux faire de l'autopromo, mais comme il faut faire court, il y a plein de questions. Alors, il y a un super podcast en ce moment, apparemment, qui s'appelle À voix nue, Caroline Bouet, sur France Culture, où je parle pendant 1 heure de l'histoire du mal, parce que j'arrive pas à faire court. Je suis pas quelqu'un de concis dans la vie. Le Mâle de Jean-Paul Gaultier, c'est une conviction créative de l'urgence. Quand on est à l'école de parfumerie, on nous dit il faut 10 ans pour être parfumeur. Donc quand vous commencez à 20 ans, tout d'un coup, on vous distille dans la tête, on vous inocule un petit virus qui dit qu'il faut que vous attendiez qu'il y a 10 voire 15-20 ans. C'est-à-dire que le succès que j'ai eu grâce à la création du Mâle à 25 ans, c'est un succès qui, dans une carrière normale de parfumeur, arrive quand on a à peu près 45 ans. Ce qui veut dire que le parfum, c'est l'apprentissage du temps long, de la maîtrise d'un langage qui est celui de composer des odeurs, comme des musiciens composent la musique, comme des écrivains assemblent des mots pour en faire des livres et des ouvrages. Et vous comprenez que vous apprenez à écrire et à lire quand vous avez, dans le meilleur des cas, vous avez peut-être 4, 5, 6 ans. On apprend à lire vers 6 ans. On peut apprendre la musique si on a des parents qui sont baignés, qui ont cette ouverture-là et qui peuvent, surtout financièrement, pareil, vous pouvez apprendre à jouer au piano à 5-6 ans. Moi, j'ai appris à jouer du piano, j'avais 6 ans, la musique, pareil. Mais apprendre les parfums, vous en avez 20, en fait. Donc, il faut autant de temps pour que les cerveaux puissent maîtriser un langage qui n'est pas commun, qui n'est pas connu de tout le monde. Et donc, j'ai été dans l'urgence de me dire je ne peux pas, j'avais quelque chose en moi qui a toujours été là, depuis que je suis petit, mais ma mère m'a toujours dit que on a un terme en arménien qui veut dire un peu à la fois courant d'air et impatience, et j'ai toujours eu cette rage de faire depuis que je suis tout petit.
Et donc à 23 ans, quand je sors de l'ISIPCA, j'ai cette rage de faire, et par un concours de circonstances complètement inouï, et avec des opportunités façon alchimiste et de Mektoub, je finis par rencontrer la présidente des parfums, Jean-Paul Gaultier, qui me dit qu'elle va me prendre sous son aile pour... Donc c'est Chantal Ross, parce que c'est une personnalité très importante. Extraordinaire. Très importante dans la parfumerie de ces années-là, parce que c'est la grande prêtresse, c'est la Anna Wintour, pour ceux qui ne la connaissent pas. Chantal Ross, c'était la Anna Wintour du parfum dans les années 90-2000, où elle pouvait faire trembler tous les présidents de sociétés de parfumerie. Très simple. Et j'ai cette rencontre inouïe avec elle, et elle me prend sous son aile, elle me dit qu'elle va m'apprendre à composer les parfums comme les grands parfumeurs qu'elle a consultés pour faire ce projet de parfum masculin pour Jean-Paul Gaultier. Et puis elle m'a dit, si vous avez des idées, vous revenez dans 3 semaines. Et 3 semaines plus tard, je suis revenu. Je lui ai présenté 3 notes, dont une qui deviendra 8 mois plus tard, 6 mois plus tard, le mal de Jean-Paul Gaultier. Et alors, pendant les années qui ont suivi, il y avait le succès phénoménal, bien sûr, du mal. Et puis, vous avez continué à travailler pour différentes maisons, pour différents grands noms, avec des créations. Je pense au Foreur de Narciso. Vous avez travaillé pour... Il y a déjà eu 4 ans de vide. D'accord. On oublie ça. Enfin, oui. C'est pas qu'on oublie, mais on retient souvent que les succès... Et en fait, une carrière, c'est aussi une somme d'échecs. Oui, mais il y a eu quand même quelques succès aussi. Oui, mais la somme d'échecs, elle permet. Chose. Oui, mais la somme d'échecs, elle permet de se construire. De réfléchir. Elle oblige. En fait, il y a 2 solutions. C'est soit vous subissez l'échec comme un échec, et puis vous êtes un peu de tête en l'air, et puis on se reconstruit parce que vous êtes en capacité. Mais vous avez aussi des échecs qui vous font mal, qui vous blessent, mais à un moment donné, vous dites, ok, il faut que j'arrive quand même à vivre dans un écosystème, puisque le parfum, c'est une industrie. C'est devenu une industrie, en fait. Un échec, c'est pas forcément quelque chose de personnel aussi. Quand vous créez, oui. vous le prenez personnellement. D'accord. En fait, quand vous gagnez dans les projets, je pense qu'il y a certainement des personnes qui sont dans des agences de création. Quand vous gagnez, très souvent c'est collectif, mais quand vous perdez, c'est vous. Voilà, vous êtes seul. C'est souvent comme ça. Et c'est vrai que les échecs entre 99 et les parfums que vous mentionnez, 2001, 2004 avec Narciso, ces échecs-là m'ont permis de réfléchir ma vie de parfumeur différemment. Je sais que parce que ça anticipe les questions que tu vas poser. Oui. Et du coup, ça m'a obligé à réfléchir à mon métier, ce que c'était qu'être parfumeur dans ce début du 21e siècle naissant, avec 2 faits majeurs. Une concentration des maisons de luxe, notamment la constitution du groupe LVMH, si on parle de luxe avec la mode notamment et les accessoires, mais si on parle du parfum, vous allez avoir le groupe L'Oréal, Procter & Gamble aux États-Unis, Unilever, maintenant tout ça c'est remodelé à nouveau, le groupe Coty récemment, et en fait on parle de sociétés qui portaient le nom de leurs créateurs. Moi j'ai fait des cours de marketing à un moment donné, des cours du soir, où c'était Alain Boucheron qui nous expliquait la vie de la maison Boucheron. Il y avait les Lanvin, les Boucherons, il y avait des capitaines d'industrie qui étaient également, dont le nom personnalisé avant. Qui était totalement personnalisé et qui portaient en eux la vision d'un savoir-faire, parce qu'ils étaient eux-mêmes le savoir-faire. Et tout d'un coup, dans les années 2000, tout ça va dans les classes, ce sont des groupes, et l'industrie de la parfumerie se réforme, où il y a des maisons de création qui sont comme des agences de création, comme des agences de pub qui pitchent, qui sont en compétition qui est gratuite, quand les parfumeurs sont... Et puis après, on dispatch. Et après quoi ? On dispatch. Ah oui. On fait créer un parfum. Voilà, et puis vous êtes tous... Moi, je suis encore la dernière génération où on compose un parfum seul. Oui. Aujourd'hui, vous avez 3-4 parfumeurs derrière la composition d'un parfum. Bon, je ne vais pas être trop méchant, mais souvent, la somme des talents n'est pas représentée dans le parfum qui est là. Oui. Parce qu'il faut faire des compromis qui sont de plus en plus complexes, avec des marchés qu'il faut conquérir, les États-Unis, la Chine, et qu'il faut qu'un parfum coche des cases. Donc, on achète. Donc aujourd'hui, les maisons qui font appel aux agences de création ne font pas vraiment appel à une vision créative. Elles font appel à un savoir-faire. C'est pas la même chose. En même temps, le métier a évolué, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire sur les parfums, au début, on n'avait même pas souvent les noms des parfumeurs. Puis ça a quand même changé. Aujourd'hui, ils sont quand même reconnus quelque part comme auteurs, même si légalement, on n'est pas auteur en tant que parfumeur. Mais je pense que le grand public connaît les noms. Et ce qui a permis aussi, quand vous avez créé votre maison, c'était sous votre nom. Un parfumeur, c'est un auteur ?
formuler pour pas me faire trop de... pour avoir encore des amis. En fait, il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est un paradoxe de communication. Vous avez raison, Antigone. Hein. Le nom du parfumeur est quasiment sur tous les flacons. Quasiment. Moi, je dis souvent à mes élèves qu'il faut qu'ils fassent attention à leur Instagram parce que demain, on les choisira aussi parce qu'ils ont un Instagram qui va pouvoir être de l'influence. Et en même temps, le nom des parfumeurs mis en avant, le droit du parfum est bafoué parce qu'effectivement, on ne peut pas protéger une formule de parfumerie. On peut protéger un nom, un flacon, une campagne publicitaire. Il y a des droits pour les mannequins, reco, non reco, mais en même temps, la formule est copiable, est pillable, et elle l'est allègrement. Et tout le monde se copie un peu comme ça et contrevient finalement à une forme d'éthique qui peut être déjà personnelle. Moi, je suis d'une génération où j'ai bénéficié de cette mise en lumière du parfumeur, un autre parfumeur qui est Jacques Cavalier, dans les premiers aussi, à être comme ça mis en avant par la qualité de ses créations. Je pense à Jean-Claude Héléna aussi, qui fait partie un peu de, même si ce sont des parfumeurs plus âgés que moi. Quand j'ai décidé de créer ma maison sous mon nom, c'était très simple. Hein. Moi, je voulais pas créer ma maison au départ. Moi, au départ, j'avais pas encore 40 ans. Je voulais être dans une maison je voulais être parfumeur dans une maison. Un Chanel, un Dior, un Guerlain, un Hermès, un Caron. Ben, Dior, c'est arrivé. Dior, c'est arrivé, mais finalement, c'est arrivé beaucoup plus tard et à un âge convenable. C'est-à-dire, je suis arrivé chez Dior, j'avais 55 ans, quasiment. Quand Christine Algel arrive chez Hermès, elle a 50 ans passés. Quand François Demachy arrive chez Dior, il a plus de 50 ans. Quand Elena... Il y a une forme, non pas que je veux être absolument dans le jeunisme, mais j'étais impatient d'exprimer des choses. En fait, la grande différence, c'est pas une question d'être auteur, c'est quel type d'âme on a. Est-ce qu'on a une âme d'artiste pour exprimer son époque? Je pense que c'est ce qui me fait lever matin, finalement. Ou est-ce qu'on est juste une plume à qui on dit d'écrire des choses? Et c'est pas. Moi, j'avais envie d'écrire ma partition. J'avais envie d'avoir une maison de parfumerie dans laquelle je pouvais exprimer le parfum au-delà, comme on dit, que du flacon, que du parfum à porter. Et c'est vrai que dans la maison, on va des bulles de savon parfumées pour apprendre un peu les odeurs à des enfants, à faire une boîte à meux olfactive. Ça sert juste à rien. Ça, ce sont de jolis pas de côté, mais justement, une maison, celle que vous avez créée avec Marc Chaillat, je souligne quand même, et ça donne plus de liberté, probablement, non? Moi, je ne crois pas à la liberté. Je crois pas à la liberté. Je pense pas. Non, c'est un produit qui se vend. La liberté, c'est quand on parle d'art. Un artiste est libre, sauf s'il veut plaire. Mais un artiste est libre, par essence. Je vends du produit. Je suis un marchand de bonheur, un marchand d'odeur, marchand de bonheur. Mais à la fin, je regarde quand même si ça se vend. Et j'ai fait des flops. Ça m'embête parce que souvent, les produits que j'ai vraiment follement aimés, en fait, parfois, c'est ceux qui ne marchent pas trop. Mais je vends. Je suis un commerçant. Donc je dois comprendre. Il y en a un dont il faut absolument parler. Je ne sais pas si on peut passer la vidéo. C'est quand même un parfum assez exceptionnel, en tout cas en termes de vente, de notoriété. Je crois que vous aviez été numéro 1 sur TikTok pendant une année. C'est pas une consécration. Oui, mais c'est une notoriété quand même grand public. Oui, mais des likes, ça fait pas des euros. Hein. Oui, mais il y a aussi les euros, je pense. Il y a aussi des euros avec Baccarat. Oui, non, mais c'est gentil tout ça. Mais à la fin. C'est pas parce que les nuances sur TikTok qu'on vend du parfum. Je vends du parfum parce que dans ma carrière, j'ai eu cette chance d'avoir, et je peux avoir ce recul-là, et je remercierai jamais des gens qui m'ont appris la parfumerie ou des gens qui m'ont appris à travailler, mais j'ai suffisamment de recul pour me dire qu'est-ce qui fait le succès d'un parfum, en fait. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais il y a une recette. Mais si, il y a des recettes. Un parfum, ça doit diffuser. Le problème, c'est qu'on oublie, on est dans un monde où on oublie l'essentiel même de nos métiers, de ce que c'est, soi-disant, le luxe, parce que le luxe, c'est un mot en 4 lettres qui va sur tout et n'importe quoi. Et on oublie le produit. On oublie ce que raconte un produit. On oublie même l'essence même de bien faire les choses et ce côté artisanal de nos métiers. Et même si c'est un parfum qui a énormément de succès, on est 7e aux États-Unis, donc ça veut dire qu'on l'a produit à plusieurs millions d'exemplaires. Donc même si derrière, il y a une chaîne industrielle, il y a tout un écosystème indispensable à ce succès, à la base,
Mais vraiment, à l'extrême base, c'est un parfum. Et donc un parfum, c'est quoi? C'est pas qu'un nom, c'est pas qu'une égérie, c'est pas qu'un nom et qu'une égérie, c'est qu'à la fin, il y a une odeur, il y a un parfum, il y a une odeur qui reste dans l'air. Et que le parfum, c'est comme la musique. Et vous allez comprendre, si vous connaissez rien de parfum, au moins je pense que vous connaissez un peu la musique. La musique, les musiques que vous retenez, les musiques qui évoquent quelque chose pour vous, en fait, vous les avez entendues quelques fois, et pour une raison peut-être que vous ne savez pas, elles vous touchent. Donc vous la mémorisez. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de signature musicale qui fait que vous retenez cette musique et qu'elle est suffisamment bonne pour que vous la reteniez parmi tout le bruit qu'il y a dans toutes les musiques qui sont produites. Et que de temps en temps, il y en a une qui tape comme ça, d'une manière assez singulière. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Ben, le parfum, c'est pareil. Le parfum, c'est comme la musique, c'est invisible, on ne sait pas d'où ça vient. Et tout d'un coup, vous allez croiser quelqu'un dans un ascenseur, dans un taxi, au bureau, chez vous, dans la rue, et vous allez dire, mais tiens, j'ai senti ça une fois, et puis 2 fois, et puis vous allez tout d'un coup associer le nom du parfum avec ce que vous sentez. Ou alors vous connaissez la marque, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Mais en fait, à la base, c'est un produit. Ça ne vient pas du TikTok. Je ne suis pas devenu juste... Ma fame de TikTok, elle n'est pas juste née parce qu'on a décidé... On n'avait même pas de compte TikTok. Mais oui. Donc en fait, c'est parce que ce parfum répond à des critères basiques qui sont... On le reconnaît. Qualitativement, c'est un parfum qui est qualitatif, c'est-à-dire qu'il reste dans l'air. Il a des qualités physiques de parfumerie ou ce qu'on appelle le sillage. Voilà, il y a un grand sillage. Il correspond à son époque parce qu'il est dans la veine des parfums sucrés sans être collant, sans être complètement diabétique et cholestérol. Voilà, c'est un peu cholestérol free et diabétique free, mais il répond au code de l'époque. Et puis tout d'un coup, effectivement, la viralité. Vous savez, les virus, la viralité, vous ne le voyez pas, le virus. Vous ne décidez pas. Tout d'un coup, ça vous chope. Donc on a quelques célébrités, notamment américaines, aussi bien dans le domaine de la musique, je ne peux pas les citer, mais elles sont maintenant égéries dans d'autres marques, qui se sont emparées du parfum parce que le bouche à oreille a fait que ce parfum correspond à une époque. Mais parce que c'est le parfum. Et le nom n'était pas trop tarte, il est là, non? Le nom est plutôt pas mal, l'histoire est jolie. L'histoire est très jolie. Donc ce Baccarat rouge 540, pour faire, voilà, comme ça au moins c'est cité, il a vécu sa vie en dehors de nous, et c'est comme ça que je pense que deviennent in fine des vraies icônes. On ne décide pas de faire une icône, on décide de faire un bon produit. Ça, oui, le produit, rien que le produit. Ce côté artisanal dont on vante à la fois les mérites, mais dont on méprise les gens, très souvent. Mais est-ce qu'on sent au départ qu'il y a quelque chose qui va se passer? Est-ce qu'il y a des prémices d'un succès? Non. Non? Sauf si, oui, je dis non, mais non, si, vous avez le chauffeur de taxi qui vous dit ça sent bon, votre entourage notamment. Moi, j'appelais ça souvent le syndrome de l'assistante de direction quand je composais des parfums. Ou même à l'assistante au laboratoire qui suit votre travail depuis des années, puis tout d'un coup qui dit Francis, ce parfum, quand même, qu'est-ce qu'il est bon. Et là, si votre assistante qui est habituée à plein de parfums, notamment vôtre, qui vous dit tiens, celui-là, elle vous éclaire en disant tiens, celui-là, Francis, il est quand même singulier. Oui, c'est une prémisse, mais un lancement un parfum qui fonctionne, c'est aussi on fonctionne dans un écosystème, c'est comme au cinéma. Un film, il ne sort pas tout seul. Le mercredi, il n'est pas seul dans les salles. Il est dans un écosystème en face de quelque chose d'autre. Il suffit que quelque chose d'autre en face de vous soit meilleur que vous, il vous plie. Et moi, j'ai connu beaucoup de lancements. Moi, j'ai fait des parfums. Fragile de Jean-Paul Gaultier, je trouve que c'est une super note. Mais je me suis fait plier littéralement par J'adore qui était en face. Et J'adore est un succès qui dure depuis 25 ans. Et j'ai beau aimer mon Fragile de Jean-Paul Gaultier, en face, il y a eu J'adore. Oui, c'était une très jolie tubéreuse pour les amateurs. Alors, est-ce qu'il y a une signature, Francis Kurkdjian? J'en sais rien, c'est pas à moi de commenter. Vous ne sentez pas qu'il y a des choses que vous préférez travailler Non, je travaille. Des fleurs, non, j'étais habitué à... Non, j'aime travailler tout, moi. J'ai rien de... Non, je suis comme... Non, j'aime bien tout travailler. Je sais pas, moi, on s'en fout un peu, non. Non, parce qu'il y a des amateurs du travail de parfumeur. Il y a plein de commentateurs pour ça. Alors, oui, quand même, un mot de cette exposition. J'espère que vous êtes nombreux à avoir eu la chance de voir l'exposition au Palais de Tokyo. Voilà, donc là, c'était l'invisible qui était mis en scène et c'était assez extraordinaire.
Je pense que c'est surtout les passerelles que vous avez su créer avec d'autres univers. Parce que vous êtes quand même très ouvert d'esprit vers l'art, vers le théâtre, vers la musique. Et là, toutes ces passerelles étaient magiques. Alors, quelques mots sur cette exposition. Que je la voulais pas, que je la dois. Bon, j'aime pas l'idée des rétrospectives, ça m'a angoissé. Je suis pas si vieux Non, mais que c'est ça. pas une rétrospective. Comment Non, mais c'est quand même 30 ans de création, donc forcément on regarde derrière. C'est quand même conséquent. Donc j'aime pas trop ça. Je trouvais ça. Enfin, moi je dis toujours, les rétroviseurs sont plus petits que les pare-brises. Vous voyez, quand on conduit. Donc en fait, c'était gênant de se dire tout d'un coup, c'était inversé, qu'il fallait regarder ce qui s'était passé derrière. On est super en retard, comme ça je pourrais échapper aux questions. Mais non, je suis très content que. Déjà, mon associé Marcha qui a vraiment insisté pour que je m'engage à corps et âme dans cette rétrospective exposition. Deuxièmement, qu'on ait réussi avec la maison et quelque part le groupe LVMH derrière qui nous soutient en tant que groupe à qui nous appartenons, de pouvoir l'avoir fait gratuite. C'était important puisqu'on a pu faire une campagne d'affichage même dans les banlieues, dans des endroits où habituellement où le parfum est, parce que le parfum est aujourd'hui sur une génération et cette génération de TikTokers qui s'est emparée du parfum et qui touche toutes les strates de la société, et je trouve ça fabuleux, et que l'exposition, elle ait pu avoir cette élasticité de personnes qui sont venues nous voir et qui ont apprécié le travail pour différentes raisons, en fait. Voilà, faire court. Oui. Bon, on va en rester là. Mille merci, Francis. Bon, merci beaucoup d'avoir été patient de m'écouter. Je ne sais pas si je laisse la place, si je fais un faux départ, c'est ça, Ariel? Comment? Je fais un faux départ ou... Non, tu peux partir sous les applaudissements et dans la gloire et tu reviendras.